Bonjour à tous, je m'appelle Florence et je suis bénévole pour l'organisme Lire à tout âge. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire la lecture de différentes petites choses qui ont été spécialement choisies pour vous. Alors, vous allez voir, aujourd'hui, on passe au travers de toutes sortes de choses, mais je dirais que ce qui relie toutes ces lectures-là, c'est principalement le fait que ce soit des lectures de femmes. Alors aujourd'hui, je vous présente cette petite séance de lecture et j'espère grandement qu'elle va vous plaire. Alors je commence tout de suite avec une petite nouvelle qui s'intitule « Le prof qui a triché ». C'est une nouvelle qu'on retrouve dans le livre de Mylène Moisan qui s'intitule « Dans une classe à part, histoire de prof inspirant ». Alors vous allez voir, aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un enseignant qui, d'abord et avant tout, a réfléchi avec son cœur et ça a fait toute la différence. Alors, c'est parti pour le prof qui a triché. Il a commencé l'année premier de classe et il l'a terminé cancre. Il est passé à un cheveu d'échouer à sa 5e secondaire. Entre les deux, ses parents se sont séparés. De fait, l'élève a échoué. Il a raté son dernier examen de français. C'est le professeur qui me raconte. Cette journée-là, ses parents étaient devant un juge pour sa garde. Ils ne se disputaient pas pour l'avoir. Ils se disputaient pour ne pas l'avoir. Ils avaient de nouveaux amoureux, venaient de s'acheter un condo. Leur enfant ne cadrait plus dans leur vie. Qu'a fait le professeur? Il a triché. Il a modifié le résultat de l'examen, a ajouté 15%. Il dit « J'ai mis une belle note, comme celle qu'il avait eue pendant les 3 premières étapes. Avec l'examen du ministère sur lequel je n'avais aucun contrôle, il a eu 62%. 3 points de moins et il devait reprendre son français de 5e secondaire. 3 points de moins et sa vie bifurquait au mieux, capotait au pire. Le jour de l'examen, il était totalement ailleurs. Sur sa copie, je ne reconnaissais même pas sa calligraphie. Je savais que je n'avais pas le droit de falsifier sa note. Mais j'ai suivi mon instinct. Je ne pouvais pas accepter ça, que des parents bousillent la vie de leur enfant. C'était un génie, il avait un potentiel hallucinant. Ses parents s'étaient séparés au printemps et ses notes avaient périclité dans toutes les matières. L'élève avait pris l'habitude de venir jaser avec son professeur pendant les récréations. Il se confiait à lui, il lui racontait qu'il ne se sentait chez lui nulle part. La dernière fois que l'élève est passé le voir, il lui a dit qu'il était sûr d'échouer son français. Je ne lui ai pas dit que j'avais trafiqué son résultat, pas aussi clairement que ça, mais je lui ai dit que des fois, la vie nous donne des coups de pouce. Alexandre ne l'a plus revu après la fin des classes. Il n'a jamais su de qui son père ou sa mère avait été obligé de le garder. Il a reçu un courriel quelques années plus tard. Il disait à peu près ça. « Monsieur Poulain, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, j'étais dans votre classe de français en telle année. Je voulais vous dire qu'aujourd'hui, j'ai obtenu ma maîtrise et c'est une des plus belles journées de ma vie. Post-scriptum, si j'avais coulé mon français, j'aurais lâché l'école. » Alexandre Poulain a braillé tout l'après-midi, puis il a fait ce qu'il faisait désormais pour gagner sa vie. Il a écrit une chanson. La chanson s'appelle « L'écrivain ». Ça raconte l'histoire d'un petit gars qui n'était pas équipé de parents et d'un professeur qui a changé sa vie en lui donnant un crayon magique. Le garçon pense que c'est le crayon qui est magique jusqu'à ce qu'il comprenne que c'est lui le crayon. Je ne veux pas m'attirer de gloire avec cette histoire-là, j'ai seulement fait ce que mon instinct me dictait de faire. Je ne l'aurais pas fait pour n'importe qui, n'importe quel étudiant, mais celui-là avait tellement de potentiel. Il faut à un moment donné que l'humain entre en ligne de compte, sinon on devient des robots. Alexandre a pris sa retraite de l'enseignement à 30 ans pour se consacrer totalement à la musique. Il a roulé sa bosse, il a été en nomination en 2009 pour la révélation de l'année de la disque. À 37 ans, il en est
à son 3e album, a fait son petit bonhomme de chemin ici et en France. Et il continue de suivre son instinct. Quand il a changé la note de l'élève, Alexandre était prêt à se faire montrer la porte. J'avais fait mon bac en enseignement pour avoir un emploi en attendant de pouvoir vivre de la musique. Bon, je m'étais dit, au pire, ça m'obligerait à mettre les bouchées doubles. J'étais convaincue que je faisais ce qu'il fallait faire. Il avait 25 ans, il sortait de l'école. Son dernier cours traitait justement de l'éthique. On avait eu des mises en situation, des cas presque semblables à celui-là. La classe était divisée en deux. Il y avait une moitié qui disait qu'il fallait changer la note et l'autre pas. D'un côté, les futurs professeurs des humanités et de l'autre, les sciences pures. Ça ne s'invente pas. Dans une autre classe de 5e secondaire à Laval, Alexandre organisait des petits galas où un seul élève était récompensé. Une fois tous les 9 jours. Je félicitais l'élève pour autre chose que les notes. Ça pouvait être n'importe quoi. Le sourire, par exemple. Je voulais que tout le monde y passe. Je trouvais quelque chose pour chacun. Pour certains, c'était plus difficile, mais je trouvais toujours. Il y a toujours un petit quelque chose. Il remettait au lauréat un petit Bouddha rouge acheté au Dollarama. Et les élèves l'applaudissaient pendant 1 minute. Ça a changé complètement la dynamique de ma classe. Et qui sait, peut-être quelques vies au passage. Alors voilà, c'était l'histoire du prof qui a triché. J'espère que ça vous a rappelé peut-être le souvenir d'un enseignant ou d'une enseignante marquante qui a fait la différence à sa façon en réfléchissant d'abord et avant tout avec son cœur puis avec son instinct. Dans le même ordre d'idées, je propose de vous faire la lecture des paroles de la chanson L'écrivain d'Alexandre Poulain. Et vous allez voir, dans les paroles de cette chanson-là, on retrace l'histoire d'un enseignant et d'un élève qui vit des moments plutôt difficiles et on constate toute la différence qu'un adulte significatif, qu'un enseignant significatif peut faire dans la vie d'un jeune. Alors c'est parti pour L'écrivain d'Alexandre Poulain. J'ai grandi pas loin d'ici, dans le 3e arrondissement, où les rêves se font endormis. Une fois debout, on n'a plus le temps. Mon père gagnait sa vie à l'usine de Camaro, pareil comme son père avant lui, même qu'il posait le même morceau. Ma mère faisait des ménages, moi je rêvais d'être écrivain, et puis de pelleter des nuages pour que le soleil brille enfin. Mais j'étais si mauvais à l'école que je pensais pas que j'y arriverais. J'étais pas sûre qu'on traitait de bol, même quand je donnais tout ce que j'avais. Mais il y avait M. Désilet, un prof fin et disponible, qui m'avait pris sous son aile et croyait en mon talent subtil. Dommage, ça n'allait rien changer. Je coulerais le test du ministère. Lundi, j'enverrais mon CV à l'usine de mon père. Mais la veille de l'examen final, le bon monsieur Désilet m'a tendu un crayon banal, roulé dans un velours épais. Et puis, tout en fixant ma main, il a dit « Ce crayon-là, il est magique. Prends-le demain pour l'examen. Il sait les réponses et les répliques. » Je suis pas du genre à croire tout ce qu'on me dit, mais mon prof m'inspirait confiance. Puis, je voulais croire un peu aussi que j'avais peut-être encore une chance. D'ailleurs, à la seconde où je l'ai pris, j'ai senti comme un changement. Je vous jure que je vous compte pas de menterie. Non, le crayon était vivant. Et contre toutes mes espérances, il écrivait pratiquement tout seul. Sans blague, ça avait presque pas de sens de le voir danser sur les feuilles. J'ai donc passé mon examen comme un petit test de routine avec quelque chose comme 80, presque aussi haut que mon estime. J'aurais dû rendre le crayon. J'étais quand même pas un voleur, mais pour une fois que je me trouvais bon, puis que l'avenir était en couleur. Alors j'ai mis le stylo dans ma poche, puis je suis partie en courant.
la conscience aussi lourde qu'une roche qu'on brise pour en faire du ciment. Et au fil des années, je suis devenue l'auteur que j'espérais. J'ai même vendu dans le monde entier tous mes bouquins et mes essais. Mais avec le sentiment étrange qu'au fond, j'avais rien accompli. Le crayon vainquait les pages blanches. Moi, je n'étais que son outil. Je me suis mis à boire plus qu'il ne faut pour oublier que je n'étais rien, que je roulais dans une Camaro sur laquelle mon père s'usait les mains. En plus, j'avais toujours peur qu'on me vole mon précieux crayon ou que me dénonce mon professeur. Là, c'en serait vraiment fini pour de bon. Il m'a retrouvée hier soir à une séance de dédicace et tout autour de ses yeux noirs, le temps avait laissé sa trace. Je lui devais mon succès et des excuses comme de raison. J'ai dit « Monsieur Desilets, vous venez chercher votre crayon? » Il m'a souri tristement en disant « T'as toujours pas compris? Il est dans ta tête, ton grand talent. Le stylo venait de chez Uniprix. Laisse-moi te regarder maintenant, je suis si fière de toi. Il n'y a pas un seul de tes romans que j'ai pas lu au moins 3 fois. Moi, je me suis levée d'un coup, j'en croyais juste pas mes oreilles. J'ai pris mon vieux prof par le cou, la vérité me donnait des ailes. Tellement qu'en arrivant chez moi, j'ai jeté le stylo par la fenêtre. La lumière brillait sur les toits et les mots dansaient dans ma tête. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Non, j'ai écrit sans m'arrêter. Le nombre de feuilles que j'ai noircies, je pourrais même pas les compter. Ça raconte l'histoire d'un petit gars qui a tellement pas confiance en lui qu'il trouve plus facile de croire qu'un crayon peut faire de la magie. Car dans le 3e arrondissement, les rêves volent pas très haut. On les laisse traîner sur un banc devant l'usine de Camaro. Et comme on entend la machinerie crier jusque dans la cour d'école, on comprend très vite, dès qu'on est petit, qu'il y a juste les oiseaux qui s'envolent. Alors voilà, c'était l'histoire, plutôt les paroles de la chanson L'écrivain d'Alexandre Poulain, comme quoi les quelques petites paroles ou les quelques petits gestes d'un adulte significatif, des enseignants qu'on croise dans notre parcours peuvent parfois faire une immense différence dans notre vie. Dans un tout autre registre, je propose maintenant de vous faire la lecture de portraits de grandes femmes qui ont laissé leur trace à leur façon ici au Québec. Alors, je vais vous faire la lecture de 3 portraits de femmes. C'est des portraits qui se retrouvent dans l'ouvrage Nos héroïnes d'Anaïs Barbeau-Lavalette et qui est un ouvrage illustré par Mathilde 5 mars. Et d'ailleurs, le 8 mars dernier soulignait la Journée internationale des femmes. Donc, on est dans la thématique. Alors, je commence par vous présenter ou vous rafraîchir la mémoire sur Rosalie Cadron-Jeté. Rosalie ne fermait jamais les rideaux de ses fenêtres. Elle veut voir dehors. Quand un pauvre vient à passer, elle se précipite et lui offre une galette au beurre et un œuf. Elle allait jusqu'à donner ses propres vêtements s'il le fallait, diront ses enfants. Elle est comme ça, Rosalie. Elle chante, elle prie, elle fait pousser sa famille dans la joie malgré les peines, malgré la faim et malgré le froid. Et puis un jour, ses enfants sont grands. Ils n'ont plus besoin d'elle au quotidien. Rosalie quitte la ferme. Elle emménage dans une petite maison avec de grandes fenêtres sans rideaux. À l'intérieur, il y a beaucoup de lits et de la soupe chaude. Et il y a Rosalie qui écoute et qui ne juge pas. Ces lits, cette soupe et ce cœur-là sont pour les jeunes femmes enceintes. Celles qui vivent dans la rue, celles que leur famille refuse de protéger, car elles ont fait un enfant sans être mariées. C'est contre l'Église, contre la morale. Mais Rosalie les borde, ces femmes-là. Elle leur sauve la vie. Et dans la nuit devenue calme,
on peut entendre le souffle posé de jeunes filles mères endormies. Alors voilà, c'était le portrait de Rosalie Cadron-Jeté. Je poursuis en vous parlant d'Emma la jeunesse. Emma naît dans le village de Chambly, au bord de la rivière Richelieu, et elle adore jouer et toucher le piano de son père. Celui-ci l'invite à en jouer quand il s'affaire ailleurs. Emma aime faire courir ses petits doigts sur les touches en ivoire. Elle apprivoise les sons et prend plaisir à composer des mélodies. Elle s'accompagne de sa voix qui s'accorde joyeusement au piano. Emma voudrait passer toutes ses journées dans la musique, là où elle est si bien. Elle suit des cours de chant, de piano et de harpe. Elle travaille très fort. À 8 ans, elle donne son premier concert et sa voix charme le public. Elle a une voix d'exilée du ciel, dira-t-on. Emma est une étoile, mais à cette époque au Québec, les étoiles ont du mal à briller. Elle trouve donc des professeurs ailleurs, aux États-Unis, en France, en Italie. Emma a une belle voix et le feu sacré. Elle est du bois dont on fait les grandes flûtes, dit l'un d'eux. Emma choisit son nom d'artiste, Albany. Elle chante devant des foules conquises à Florence, à Londres, à Paris, à Berlin, à Vienne, à Bruxelles, à Venise, à New York, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Mexico. Pour des milliers de spectateurs bouleversés, elle est la reine du chant, le rossignol canadien. Albany se lie d'amitié avec de grands compositeurs, dont Gounod et Brahms, ainsi qu'avec la reine Victoria, qui l'invite à chanter à son mariage pour le bonheur de tous les invités. Sereine et concentrée, travailleuse et passionnée, la diva de Chambly a tenu 43 rôles dans 40 opéras. Sa voix aura porté de belles histoires et des airs fabuleux dans le monde entier. Impressionnant tout de même. Et je vous lis un dernier portrait de femme. Il s'agit d'Eva Circé-Côté. Eva aime se construire des cabanes avec les livres de ses parents. Elle se lève avant eux le matin et vide leur bibliothèque. Tous empilés les uns sur les autres, ça fait des murs de livres presque jusqu'au plafond. Eva peut passer des heures dans sa maison de livres. Elle se sent protégée par toutes ces histoires. Et un jour, Eva apprend à lire. Elle est alors prise d'un vertige immense devant tout ce qu'elle pourra découvrir. Toutes ses voix, toutes ses aventures, toutes ses idées. Eva passe ses journées à lire. Et un jour, elle est prête. C'est à son tour d'écrire. Elle aimerait que sa façon de voir le monde soit publiée. Mais c'est impossible. Les éditeurs refusent les textes écrits par des femmes. C'est trop controversé, trop délicat. Mais Eva est têtue. Elle s'invente un autre garçon, Julien Saint-Michel. C'est ainsi qu'elle publie plus de 1760 chroniques, une vingtaine de critiques et plusieurs contes. Eva reste malgré tout dans l'ombre, cachée derrière son nom de garçon. Elle est consolée par un métier qu'elle adore, celui de bibliothécaire. Elle passe ses journées entourée de mots, comme quand elle était petite. Son patron, un homme sérieux, n'aime pas que les enfants viennent perturber le calme des lieux. Mais Eva se fâche. Avez-vous déjà été un enfant pour qu'il vous dérange autant? Eva perd son travail pour avoir osé tenir tête à son patron. Elle fonde alors son propre journal, L'Étincelle, où elle peut écrire ce qu'elle veut, quand elle veut. Elle y signe enfin ses textes de son vrai nom, Eva Circé-Côté. Alors voilà, c'était le portrait de 3 femmes inspirantes. J'espère que ça vous a rappelé des bons souvenirs ou ça vous a peut-être fait découvrir ces grandes femmes-là qui ont eu un impact au Québec et qui ont accompli de grandes choses tout de même.
poursuit avec une autre lecture de femmes inspirantes. Je vous fais la lecture de deux petits poèmes qui se retrouvent dans le recueil « À la venue des Coqcigrues » d'Evelyne Thibault-Lanctot. Je vous lis deux petits poèmes qui s'intitulent respectivement « Le réveil » et « Rêver mieux ». Et vous allez voir, dans ces poèmes-là, on rêve au printemps, on rêve à la tendresse et à la bienveillance. Alors, c'est parti pour le premier poème, « Le réveil ». Si un jour, maman, il venait à se faire savoir, un jour que cette rose dans le jardin que tu sauvasses de la mort, si un jour, maman, il se fit savoir qu'elle était moi, alors jamais sa beauté pêche et son parfum poire eussent été dérobés. Ainsi, chaque jour d'été et d'hiver, on voit à travers ses pétales la blessure qu'un jour tu guéris. Si petite soit-elle, maman. Cette fleur, cette rose à jamais, pourra enivrer les gens de son parfum et éternellement saura-t-elle les éblouir de sa couleur orangée et de la pâleur de ses émois. Cet été, lorsque tu reviendras, et le plus longtemps possible, elle ouvrira ses bras pour t'accueillir, l'instant d'une saison, maman. Tu pourras sentir à travers son sourire que toute la crainte est loin, maman, mais qu'amour et reconnaissance façonnent les épines de son âme. Tout doux, n'est-ce pas? Je vous en lis un autre, « Rêver mieux ». Ce parfum de lavande dans ses bras, dans sa poitrine, ce parfum de menthe dans vos yeux, dans vos paroles. Cette musique qui a bercé son rosier, d'une cantatrice trop sensible pour ouvrir les yeux, d'une enfant encore nourrie au « je t'aime ». Tributaire d'une douce folie, héritière d'un tissage de bienveillance, d'un amour trop pur pour qu'elle n'y échappe, trop fort pour qu'elle l'oublie. Sous les jupes, en petite cuillère, dès que la nuit tombe dans les bras des siens, elle ferme les yeux, se permet de rêver au coqcigrues qui la survole. Alors voilà, c'est les deux petits poèmes et j'en profite peut-être pour vous faire la petite définition, vous lire la petite définition de ce qu'est une coqcigrue. C'est une définition qu'on retrouve également dans le recueil À la venue des Coqcigrues d'Evelyne Thibault-Lanctot. Alors, coqcigrue, c'est un nom féminin. C'est un mot qui vient de la plume de Rabelais et qui symbolise un animal fantastique, chimérique, une fabulation, une illusion, un fantasme. Alors voilà, ça fait rêver. J'espère que la douceur et la bienveillance que ces mots-là transportent ont transpercé l'écran puis ont réussi à vous apporter un petit peu de chaleur. Alors, je vais terminer cette séance avec la lecture d'une nouvelle qui se retrouve dans le recueil Adagio de Félix Leclerc. Donc, cette fois-ci, ce n'est pas une lecture de femme, mais c'est une nouvelle qui s'intitule Norbert et qui raconte les bribes du quotidien de Norbert Tousignan, qui est un cousin de M. Leclerc et qui est un pionnier, qui a vécu la vie de pionnier en venant ici, en Abitibi-Témiscamingue, et qui a créé un village. Donc, c'est parti pour Norbert. Quelque part en Abitibi, bien loin, ce soir dans le nord, plus loin que la tempête de neige, plus loin que la dernière paroisse du dernier diocèse, dans l'éclaircie d'une forêt perdue, où il n'y a ni téléphone ni voisin, ni radio ni restaurant, brûle une lampe à l'huile dans une cabane de bois rond. Là demeure un capitaine sans navire ni marin, ni océan ni cordage, ni passager ni galon. Un jeune capitaine qui s'appelle dans la page agricole un colon, capitaine de la terre, un défricheur qui a le courage de tous les marins de la mer. Ses voiles, la tête des grands arbres. Ses passagers, la misère, le froid, la solitude. Et ses moussaillons, deux anciens amis qui l'ont suivi partout depuis sa sortie du collège, un cheval à poils longs,
et un barbet de son village. Il sait les longues saisons qu'il lui faudra traverser. Il sait la monotonie de la neige, la piqûre de la rafale, la fadeur de sa cuisine, la distance du clocher. Mais il sait également la senteur de bois dans ses habits, l'arrivée de la première corneille, la douceur du premier soleil, de la première gorgée d'eau d'érable, de la première sortie d'humain. Qui est-ce? Un roi? Presque. C'est un colon. Norbert est son nom. D'où vient-il? Son journal ne le dit pas. A-t-il des frères, des sœurs, des parents? Fuit-il la justice? Ou a-t-il choisi volontairement de vivre la vie de premier défricheur de la Nouvelle-France par amour? Oui, par amour. L'idiot. Les villes sont nombreuses et invitantes, abordables. Que faut-il? Un salaire de 20 piastres par semaine? C'est suffisant, facile. Chambre chauffée, nourrie à part ça, 10 piastres par semaine en ville, c'est pas cher, c'est bien. Théâtre, les filles, la musique, les cigarettes et de temps à autre, une belle cravate, un chapeau neuf, un petit voyage, un verre de bière. Et la paix à part ça. Il faut être fou ou poursuivi pour s'enterrer dans les cimetières d'ennui comme il le fait. Non, il y est par amour. J'ai lu son journal, lisez-le aussi. Pendant qu'il dort, les cheveux défaits sur sa table, le front sur ses 2 poignets, approchez-vous de la lampe qui veille, lisez vite avant que le feu tombe dans le poêle. Je m'appelle Norbert, j'ai des frères et sœurs, j'ai fait des études agricoles, j'étais habitant avant l'école primaire. À l'âge de 7 ans, je trayais les vaches. J'aime le sol et me voilà. 26 ans. Seule avec la forêt, la neige, l'attente. J'ai 26 ans aujourd'hui, je suis dans le Nord, colon. Je me suis battue, j'ai gagné. Je suis venue, j'ai défriché, bâti, labouré, semé et j'attends la récolte. J'ai pas les théâtres à ma porte, les journaux, la belle société, le téléphone, la sécurité des salariés, le confort facile, mais j'ai ce que trouvent difficilement dans les villes les gens sans instruction comme moi. Du pain, puis de la paix. 2 choses qu'on rencontre rarement sous le même toit, excepté dans les grands monastères. J'ai du vent plein l'âme comme une goélette en plein large. Quand je tourne ma hache au soleil, les montagnes me regardent. Soyez pas inquiets pour moi. Je sais qui je suis. Quelque part en Abitibi, bien loin ce soir dans le nord, plus loin que la tempête de neige, plus loin que la dernière paroisse du dernier diocèse, dans l'éclaircie d'une forêt perdue où il n'y a ni téléphone ni voisin, ni radio ni restaurant, brûle une lampe à l'huile. Comme un lampion d'église, elle éclaire les pages d'un cahier à lignes où nous venons de lire. Lui dort, les cheveux défaits sur la table, le front sur les 2 poignets, comme le lion qui s'est battu tout le jour. Alors voilà, c'était ce bel hommage à tous ces colons pionniers qui sont venus, les pionniers de notre patrimoine finalement. Et c'est ce qui met fin également à notre séance de lecture d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié les lectures entendues et moi, je souhaite vous retrouver très rapidement pour partager avec vous d'autres lectures.